C'est un travail que j'ai eu à mener dans le cadre de la présidence d'un groupe d'experts pour le compte de l'ANSES sur les risques liés à l'alimentation et notamment et à la sécurité sanitaire des aliments, intégrant à la fois le chimique et le biologique. Et du coup, ça a généré pas mal d'interrogations, notamment sur les liens entre science et décision. Donc je vais vous dérouler ça et vous allez voir qu'il y a une partie, un peu de positionnement sur les liens entre science et décision et après qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui aurait pu être fait dans cette saisine et les liens vers le rapport, adéquat. Si nous regardons de près la manière avec laquelle la science travaille avec la sphère de décision publique, on pourrait retrouver des ramifications anciennes de ces liens ou de cette séparation de liens dans l'histoire. Et pour vous illustrer ça, j'ai démarré d'un dessin qui a été fait pour le livre Dobbs et notamment le Léviathan. Donc vous voyez que c'est une litho qui a été faite en 1651 et qui est attribuée à Bosch. Ce dernier représente la manière avec laquelle on gouverne ou on gouvernerait de manière proportionnée l'État. Et donc, à cette époque, c'est le roi qui est l'incarnation de l'intérêt public. Et vous voyez qu'il tient à sa main droite et à sa main gauche ce qui vont être ces deux piliers de sa bonne gestion du pays. Le savoir qui lui vient par sa main gauche et le pouvoir et son autorité qui est représentée par sa couronne. Vous voyez qu'il regarde sur le long terme en essayant de moduler ces deux piliers de son action et il incarne le peuple en essayant justement de voir et d'anticiper ce qui peut se passer. Alors cette séparation historique, elle va rester et elle va rester assez fortement prégnante dans la manière avec laquelle les liens entre science et décision vont s'établir. Alors jusqu'à présent, elles restent en tout cas en France assez séparées et si l'on regarde de plus près la manière avec laquelle elles sont mises en place, en pratique, eh bien disons que la sphère de l'analyse de risque est portée par la sphère de la science. Quant à la gestion, eh bien la gestion et la gouvernance des risques sont, elles, attribuées à des autorités, publiques ou privées qui vont avoir à suivre, les recommandations de ces analyses de risque et mettre en place les mesures proportionnées. Alors, cette séparation, si elle est, même si elle est nécessaire, elle peut apparaître un peu tendancieuse parce que, vous allez le voir, il peut y avoir des formes de manipulation, si on ne regarde pas de plus près ce qui se passe dans la gestion des risques, ou ce qui se passe dans l'analyse des risques, eh bien on peut avoir des manipulations de certaines formes. Et l'une des plus connues que l'on pourrait mobiliser, c'est celle-ci, c'est un auteur qui s'appelle Bernays, qui, en 1923 va publier donc, juste après la grande crise, financière, va publier un livre qui s'appellera «La manipulation de l'opinion publique». Bernays avait la caractéristique d'être le petit-neveu de Freud. Et il travaillait dans la pub, dans le marketing et il va remarquer la manière avec laquelle on peut manipuler certains savoirs scientifiques pour faire passer certaines idées, ou certains intérêts particuliers. Et donc ce qu'il va narrer notamment, c'est un cas, c'est le cas d'une entreprise qui vend du bacon et cette entreprise qui vend du bacon et c'est cette entreprise-ci qui est Beech-Nut Packing Company et cette entreprise va venir le voir pour lui demander de vendre un peu plus de bacon. Alors comment va s'y prendre Bernays? Lui, il va se dire que s'il veut vendre un peu plus de bacon, il va falloir faire appel à ces relais, d'opinion et ces relais d'opinion, c'est les médecins. Pour pousser les médecins à aller dans son sens, parce qu'il ne pouvait pas leur dire qu'il allait vendre, pour le compte d'une entreprise, du bacon, il va un peu contorsionner la question,
contorsionner la manière avec laquelle il veut que l'on gère un problème, et il va leur poser la question suivante, il va leur demander, est-ce que pour la bonne santé du public américain, est-ce qu'il faut absolument commencer par un bon petit déjeuner? Et donc, tous les médecins ont répondu oui, effectivement, il faut commencer la journée avec un bon petit déjeuner. Et c'est comme ça qu'il va construire sa campagne autour de la vente du bacon en disant 100% des médecins recommandent un bon petit déjeuner, donc un petit déjeuner copieux. Donc, il faut prendre du bacon et des œufs. Et donc, vous voyez, si on n'est pas dans la jonction entre les deux, eh bien, il y a ce type de captation de la sphère de la décision, de la sphère scientifique, et ça peut aussi se passer en inversement. Qui fait que cette séparation, certes élégante entre l'analyse des risques et la gestion des risques, est nécessaire, mais en termes de prérogatives, de rôle. Par contre, il faut quelque chose qui se fasse le traducteur de la gestion des risques vers l'analyse des risques et inversement, auquel cas le risque est d'avoir quelque chose qui gère ou qui instrumentalise les conditions de gestion. Et du coup, il faut réfléchir à la fois à des aspects formels pour présenter les conclusions de l'analyse des risques et bien formuler les problèmes pour l'analyse des risques, mais aussi un certain nombre de traducteurs entre les deux. Donc ces mécanismes, ils doivent être organisationnels, ils doivent être de gouvernance pour reconstruire des passerelles, au-delà de la méthode. Maintenant, quels sont les liens entre risque et sécurité dans ce domaine? Quand on parle de risque dans ce domaine alimentaire, eh bien, on peut trouver différents vocabulaires parce qu'il y a différentes communautés d'usage. Je pourrais vous en lister plein parce que chacun mobilise une définition du risque. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, la définition du risque va dépendre des cultures dominantes dans les groupes de travail, hein. Donc, soit-il des microbiologistes ou des chimistes ou autres. Ça va dépendre aussi de contraintes réglementaires qui vont s'imposer, vous allez le voir par la suite. Et ça va dépendre aussi d'opinions, d'attentes, de formes de résultats que en fait, les commanditaires veulent avoir in fine. Mais on pourrait dire qu'on pourrait regrouper ces définitions sous la forme de 3 grandes grandeurs. L'une qui est l'exposition, les événements qui peuvent exposer des tiers vulnérables. On va les appeler les aléas. Ils peuvent être biologiques ou chimiques, ou d'autres natures d'ailleurs. On va avoir d'un autre côté des agents, des acteurs qui sont vulnérables. Donc, suivant qu'ils soient exposés ou suivant leur niveau de vulnérabilité, eh bien, il y aura un niveau de risque plus ou moins important. Mais ce même niveau de risque peut être différent si un certain nombre de précautions, de mesures sont mises en place. À niveau égal d'exposition ou de vulnérabilité, l'efficacité des mesures de prévention vont, elles, jouer d'une certaine manière. Maintenant, appliquons-le à ça, à notre problème. On pourrait dire que finalement, le risque est un problème multicritère, c'est-à-dire qu'il est multifactoriel, et de facteurs qui vont dépendre des points de vue et des opinions d'un certain nombre d'acteurs. Donc des illustrations, par exemple, dans le cas de l'aliment, imaginons qu'on ait une contamination au cadmium. Maintenant, ces risques-là, la présence du cadmium dans l'alimentation va se manifester par des effets sur la santé, qui peuvent aller jusqu'à la mort, ou des effets sur l'environnement, si on s'intéresse à l'environnement. Dans notre cadre, on se pose la question de la santé. Ça peut se manifester de manière aiguë, hein, avec quelque chose que l'on va voir apparaître directement sur les individus, ou se manifester sur du long terme, avec l'apparition de maladies cardiovasculaires ou de cancers ou d'autres choses. Ça peut aussi provenir de sources diffuses, c'est-à-dire avoir une difficulté à savoir que c'est mono-aléa et arriver sur des séquences d'exposition sur du long terme. Comme ça peut être accidentel, des mauvaises manips au niveau de chaînes de production ou quelque chose qui est plus de l'ordre de la malveillance, hein, la présence d'une grande quantité de certains agents biologiques ou chimiques. Quand on parle de sécurité, en général, on parle de différentes stratégies de prévention des risques qui visent à soit réduire l'occurrence de l'exposition ou l'occurrence de la manifestation du risque, ou réduire les vulnérabilités.
les 3 autres thèmes que vous retrouvez ici, finalement, c'est une manière de réduire l'occurrence de l'exposition ou l'occurrence de la vulnérabilité. Alors, ça peut être augmenter le contrôle ou l'audit, augmenter l'information et la culture, ou s'adapter à certaines nouvelles pratiques ou donnes de consommation. Quand c'est appliqué à la sécurité sanitaire des aliments, eh bien, il va y avoir en dominante un besoin de mettre en place des démarches qui vont permettre de caractériser la prévention des risques, principalement sur de l'aigu et du chronique, ayant ici une dominante de 2 grandes communautés, des chimistes, qui travaillent sur de la toxicologie et des biologistes, des microbiologistes. Et l'idée, c'est de trouver des bonnes stratégies, de prévention, à savoir, comment alterner certaines, pratiques de contrôle ou de régulation ou d'audit des risques, sur des chaînes de production ou sur de la distribution, mais aussi augmenter les savoirs citoyens. Ce qui est pris en compte dans ce cadre-là, hein, il y a différentes catégories des risques que je vous ai classifiés ici suivant la connaissance des effets sur la santé ou au contraire la perception de la présence de ce risque, hein, soit-il connu ou non. Ce qui s'applique au principe de prévention, c'est principalement les risques connus et perçus. Les autres catégories des risques, disons-le, vont vont être, gérées de manière différente. Alors je vais vous illustrer ça sous un autre schéma que j'ai eu à vous montrer dans d'autres cadres. Alors, ce qui compte dans l'application de ces principes de gestion, c'est à quel moment un événement dommageable ou majeur va avoir lieu. Et le niveau, c'est l'axe des Y que vous voyez ici, c'est le niveau de connaissance et d'information que l'on a à disposition. Quand on est sur des risques connus, ben, nous le disions, c'est le principe de prévention qui s'applique. Quand on rentre dans quelque chose qui est le risque, qui est réalisé, c'est-à-dire qu'il y a eu une contamination, il y a eu une exposition, eh bien c'est, la gestion de l'urgence ou de la gestion de crise. Et puis le reste, c'est, comment revenir à la normale, donc c'est, le recouvrement. Quand on est sur des risques suspectés ou inconnaissables, eh bien s'applique, de manière, très différente suivant les pays, soit le principe de précaution pour les risques suspectés, ou le principe d'exonération pour les risques que l'on ne sait que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas, d'une certaine manière, que j'ai regroupé ici dans la gestion, hein, ou de la gouvernance des inconnus, de l'inconnu. Si maintenant on veut travailler sur cette jonction entre les 2, entre l'analyse des risques et la gestion des risques, je vous le disais pour, retraduire correctement les problèmes, eh bien ça voudrait dire qu'il faudrait étendre la gestion des risques à quelque chose qui ne se limiterait pas juste aux phénomènes connus. Donc faire de la prévention au sens noble, c'est-à-dire voir sur des pas de temps plus longs et non pas uniquement sur les niveaux des connaissances. Et aller plus loin que ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire des juxtapositions d'évaluation ou d'analyse des risques par thématique, hein, que ce soit sur de l'aigu, du chronique, de l'accidentel ou du chimique ou du biologique, à des approches plus intégrées. Parce que, auquel cas, si l'on ne retricote pas les savoirs et les conclusions de l'analyse des risques, elles vont se retricoter à ce niveau-là et souvent de manière disproportionnée ou peut-être mal adaptée. Et ce que je proposais, c'est de créer cette jonction-là, un petit conseil qui ferait cette traduction entre les 2, qui serait composé par des membres des 2 instances et qui jouerait en fait ce que les retraducteurs. Ça voudrait dire qu'il faudrait des conseils qui soient, multidisciplinaires, ou des aspects qui ne sont pas purement, scientifiques au sens, du microbiologique ou du chimique, viendraient se rajouter, notamment des connaissances sur du socio, du politique ou de l'économique. Et il faudrait effectivement penser à, une fois les décisions, les mesures, prises, voir l'effet effectif, hein, sur la gestion ou la réduction du risque qui a été identifié ici. Comment fonctionne cette régulation de la sécurité sanitaire, en France? Eh bien, j'avais fait par le passé ce schéma qui distingue en fait les différentes strates que l'on retrouve, soit-elles ministérielles, les agences, des instituts et des inspections. Et montrer en fait comment dans le système français, ayant jusqu'à présent une séparation entre l'inspection
et l'Institut et l'Agence, qui tend à disparaître avec les dernières réformes qui sont en train de se mettre en place plus largement dans le domaine des risques, dans les risques nucléaires et dans les risques sanitaires. Mais donc dans le cas d'espèces que l'on a, l'Agence, c'est l'ANSES. Les différents instituts ou centres de recherche que l'on retrouve, c'est maintenant l'INRAE, Santé publique France, l'INERIS et d'autres instituts. Et on retrouve au niveau de l'ANSES, une partie presque maintenant inspection, et les ministères de tutelle, c'est différents ministères, ministère agriculture, environnement, santé, et la saisine dont je vais vous parler dans un instant, c'est faite par les différents ministères. Donc, comment ça s'est passé? Donc, voilà le problème qui nous a été exposé. On a un ensemble d'aliments que vous voyez avec mon curseur qui est à gauche, différentes nomenclatures d'aliments. Et on a des catégories de contaminants chimiques et de contaminants biologiques. Certains bien connus, certains sur lesquels on a peu de retours d'expérience, en tout cas en France. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et en fait, l'idée, c'est de voir ces contaminants, ils peuvent se retrouver de manière unitaire ou de manière combinée dans l'aliment. L'idée, c'est de lister toutes les possibilités de contamination de ces aliments qui sont connus. Donc, ces couples aliments-danger, puisque dans le vocabulaire consacré dans certaines réglementations ou codes, eh bien, ça s'appelle danger. Eh bien, ces couples aliments-danger doivent être hiérarchisés et les dangers biologiques et chimiques doivent être hiérarchisés par la saisie. Alors, un exemple, pour vous montrer que par communauté de pratique, on n'a pas les mêmes découpages suivant qu'on soit plutôt sur le chimique ou le biologique. Pour certains, par exemple, le lait est regroupé dans lait et ultra frais. Et donc ça, c'est pour ceux qui suivent le découpage pour l'aléa chimique. Et d'autres appellent ça la catégorie lait et produits frais. Ça, c'est pour ceux qui sont plutôt sur le biologique. Voilà le type, par exemple, dans le lait que l'on peut retrouver comme contaminants chimiques, par exemple arsenic, aluminium, cadmium, résidus de pesticides, ou des contaminants biologiques, salmonelle, listeria, staphylocoque, et j'en passe, et Escherichia coli. L'idée, c'est maintenant de commencer à prendre l'aliment et de commencer à faire des combinatoires. Donc vous voyez, si je commence à faire les couples aliments et éléments chimiques, eh bien, je peux trouver le couple unitaire, ce que vous voyez ici, l'aliment 1, et puis le produit chimique. Exemple là, vous voyez, c'est lait et cadmium, ou lait et aluminium, ou lait et salmonelle, ou je peux retrouver les salmonelles et cadmium. Donc ça, je les appelle des scénarios. Il se trouve que maintenant que je les identifie, ces scénarios, je vais revenir encore en arrière, c'est que autant on arrive à avoir des critères qui qualifient le risque ou l'aléa pour le lien, par exemple, lait et cadmium, autant quand je commence à mettre des combinatoires entre cadmium, salmonelle, arsenic et autres, je n'arrive pas à connaître ce qu'on appelle les effets cocktails. Et on ne sait pas s'il y a des effets d'atténuation ou des effets de multiplication. Et donc, pour les combinatoires unitaires, on est dans du risque connu pour certaines. Les combinatoires où il y a plusieurs contaminants de différentes natures, alors on est dans des risques suspectés, plus que la connaissance scientifique est encore en train de se faire sur les effets cocktails et les autres formes de cocktails. Qui fait que, vous voyez qu'on a un problème dans le problème, comment maintenant on va passer à cette hiérarchisation. Et l'idée derrière ça, c'est une fois qu'on a fait tous ces couples, eh bien, hiérarchiser tous les aléas pour la santé, les aspects sociaux et économiques, et hiérarchiser les aliments les plus risqués. Donc, hiérarchiser les aléas les plus importants et les aliments les plus risqués. Et ce, en prenant en compte une série de critères. Le tout sur la base d'évidence scientifique, c'est-à-dire qu'on doit rester dans la catégorie des risques connus. Et une fois que l'on a ça, eh bien, on fournit au décideur in fine une interface qui lui permet de connaître le niveau du risque sanitaire, du sociétal et de l'économique et de prendre des mesures proportionnées.
comment on a fonctionné dans la saisine? Donc, en fait, à ces groupes, à ce comité d'experts sur les risques alimentaires, eh bien, je les ai découpés en petits groupes suivant leur profil, et après, je les ai fait travailler ensemble sur d'abord l'identification de ces couples que je vous identifiais, les formes de contamination de l'aliment. Puis après, je les ai fait travailler sur des critères qui vont me permettre de qualifier le niveau de risque pour chaque aliment ou chaque combinatoire aliment contaminant. Et on est arrivé à une espèce de cartographie des savoirs autour de ces aliments qui ont donné lieu à des critères et des évaluations. L'idée derrière ça, donc voilà, c'est d'arriver à une chose pareille. Donc, imaginez un ensemble de critères. Les critères exacts sont dans le rapport, où je vais vous donner le lien vers le rapport. Donc, ça, c'est des scénarios de contamination d'aliments. Et l'idée, c'est d'évaluer tous ces scénarios sur la base de ces critères et de connaître les poids de ces critères de manière, pour les experts, bien évidemment, de manière à connaître le niveau de risque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un aliment, compte tenu des différents scénarios de contamination, peut donner lieu à un niveau de risque particulier suivant les catégories de vulnérabilité. Et suivant, pour certains agents biologiques, eh ben, la niveau de température. Donc là, vous avez par exemple une représentation en 3 couleurs, des niveaux du risque pour un même aliment, suivant les scénarios de contamination. Et l'idée, c'est de montrer l'effet des variations de la température, et, par exemple, et des mesures, sur la diminution du niveau de risque. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, ça c'était ce que nous avions proposé. Et en fait, côté ministère, ils nous ont demandé d'aller plutôt vers une hiérarchisation uniquement des scénarios de contamination. Donc ça, c'était ce qui aurait pu être fait jusqu'au bout, pour qu'on aille jusqu'à l'usage que je vous montrais, c'est-à-dire la gestion des risques. Et donc, on ne s'arrête pas que sur une partie analyse de risque. Et donc, voilà, du coup, on a comparé 2 à 2 les scénarios. Je vais vous montrer sur un exemple comment ça s'est passé. Donc, on a construit avec les experts toutes les combinatoires possibles, potentiels. On a construit tous les scénarios de contamination desquels on a exclu les catégories où il y a des effets cocktails parce que il fallait rester sur le principe de prévention. Et sur la base de ça, une fois qu'on a les scénarios unitaires, eh bien, on les a comparés 2 à 2, en prenant en considération le risque individuel et le niveau de risque individuel, c'est-à-dire la contamination pour une personne ou pour une catégorie d'individus. Les catégories d'individus, c'est par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants. Et pour le risque individuel, c'est une personne en général, quelle que soit cette catégorie, ce à quoi elle est exposée. Une fois qu'on a fait ça, je vous repasse ça. On a comparé les scénarios 2 à 2 et on a raffiné les grandes catégories de critères dont je vous parlais pour faire une évaluation plus fine de ces scénarios. Et là, on a rajouté au-delà des scénarios santé, eh bien, des critères de santé, des informations sur l'économique ou le social, et notamment la présence de certaines mesures médiatiquement. Donc, je vous passe ça. Voilà comment ça se passe. Donc, les experts commencent à travailler sur un tableau qui est celui-là, où vous avez en ligne sur cette première ligne, les différents contaminants et en colonne les aliments. Et quand vous voyez une case blanche, c'est que le produit peut se retrouver dans le contaminant, dans l'aliment. Si c'est gris ou noir, alors il n'y a pas de possibilité que ça existe. Donc les experts, dans un premier temps, par domaine, ont travaillé à lister tous les scénarios de contamination possibles. Alors, il y a le possible et le crédible. Il y a le théoriquement possible, et le crédible, c'est quand il y a dans l'histoire ou dans le pays ou dans d'autres pays ce scénario de contamination qui s'est passé. Une fois que ça a été fait, eh bien, en fait, on va commencer à prendre les aliments et prendre les scénarios de contamination et les évaluer à travers un certain nombre de critères. Ça, c'est des exemples. Vous voyez, chaque aliment a des critères, a des évaluations. Ils sont évalués ici, je vous donne un titre d'exemple, sur 3 critères. Et il y a la possibilité d'introduire des seuils d'incertitude sur les évaluations.
Donc, l'idée, c'est de le faire sur tous les aliments et tous les scénarios de contamination. Quand on a ça, donc, on peut faire la chose suivante, c'est qu'on va pouvoir comparer 2 à 2 tous les aliments. Donc, c'est une évaluation par surclassement de synthèse. Donc, on compare aliment par aliment et on va voir celui qui est le plus risqué au vu des caractéristiques, des connaissances que l'on a à disposition. Donc ce tableau-là, un calcul a été opéré et ce que vous y voyez, c'est par exemple l'aliment A2 est moins risqué que l'aliment A3. Quand c'est un R, ça veut dire qu'au vu des critères disponibles, c'est incomparable. Et quand vous avez un I, ça veut dire qu'ils sont à niveau égal de risque. Et donc quand on a ça, eh bien, on est en mesure d'établir une hiérarchie. Une hiérarchie une hiérarchie des risques alimentaires pour chaque expert. Et on peut agréger ces savoirs pour tous les experts. Et avoir un niveau in fine, une hiérarchisation globale. Du coup, en fait, on arrive que l'on s'arrête juste à cette phase amont, c'est-à-dire une hiérarchisation uniquement des aliments des plus risqués aux moins risqués et une hiérarchisation des scénarios de contamination des plus risqués aux moins risqués. On peut s'arrêter là ou pousser à aller plus loin, c'est-à-dire voir en fait l'effet de cette hiérarchisation et des mesures de gestion, de leurs mesures de gestion sur la réduction effective et projetée de la contamination de l'aliment. Si vous voulez en savoir plus, je vous collerai ça dans le chat, le rapport qui précise exactement ce que l'on a fait avec les critères et le reste, c'est disponible ici et est disponible online sur le site de l'ANSES depuis mai 2020. Si vous voulez en savoir plus aussi sur les démarches ou sur les démarches, par exemple, d'organisation des débats entre les experts, là, vous avez pas mal de choses sur la concertation que j'ai pu écrire un peu dans différents ouvrages, ou sur les démarches d'organisation des accompagnements à l'expertise, ou comment fonctionnent les expertises collectives et comment fonctionne la caractérisation des risques majeurs. Voilà, je m'arrête ici et si vous êtes toujours présent, je vais revenir vers vous, arrêter le partage de mon écran et voir si vous voulez commencer à poser des questions. Je peux déjà regarder ce que vous avez écrit, voilà, ce que vous avez écrit dans dans le chat. Maïté, n'hésitez pas. Donc vous pouvez lever la main ou prendre la parole. Maïté, vous avez dit comment avez-vous fait les scénarios sans effet cocktail? Alors, en fait, il y a eu un grand débat dans le groupe d'experts parce qu'on voulait quand même caractériser les hypothèses d'effet cocktail. Mais en fait, le grand débat était que la consigne qui avait été donnée, parce que dans chaque groupe d'experts en CES, il y a, pour nous appuyer des membres de l'ANSES et des services d'évaluation en fait, la consigne a été de dire qu'ils ne voulaient pas voir apparaître ça, de ne pas voir apparaître les effets cocktails. Parce que, en fait, voilà, il y avait peu d'évidence scientifique. Cela dit, encore une fois, les évidences scientifiques, même le peu de niveau d'évidence scientifique, il y a toujours des démarches formelles qui permettent de caractériser le niveau d'incertitude sur une information et de faire et de hiérarchiser et d'établir une hiérarchie au vu du niveau d'incertitude et au vu des analyses de sensibilité que l'on peut faire. C'est faisable, mais là, ça a été plutôt, je vous ai dit, une consigne qui a été donnée et un long débat qui s'est effectué au sein du groupe d'experts qui a abouti à la mise de côté de cette catégorie. Et qui, pourquoi pas, aurait pu donner lieu à un financement de recherche sur le sujet. Alors, Maïté, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, je vous en prie. Voilà. Jean-Philippe, tu veux intervenir? Merci. En dual par rapport à la question de l'effet cocktail, je me posais aussi les questions qui se posent de multicontamination par un même contaminant ou des contaminants extrêmement proches. Oui. Que ce soit par différents types d'aliments avec des process d'ingestion qui sont différents,
voire avec des voies, des voies de contamination qui sont différentes. Je pense par exemple à des questions comme les PFAS, où aujourd'hui on a potentiellement des contaminations par la respiration, des contaminations par voie alimentaire. Je ne fais pas la distinction entre alimentation, boisson, puisqu'on est potentiellement dans les mêmes process, quoique sur le plan biologique, ça se discute. Et puis, potentiellement des contaminations intracutanées ou autres, quoi. Intercutanées, ouais. Comment on les a gérées? Oui. En fait, on les a un peu exclus, c'est-à-dire qu'on les a listés dans les combinatoires des possibilités d'existence pour les contaminations d'aliments, mais on les a mis de côté. Et je t'ai dit, toujours, la question était la question de la frontière sur les niveaux de savoir et sur ce qui était, puisque c'est pour ça que j'ai commencé la discussion par les liens entre science et décision, et donc la frontière entre analyse des risques et gestion des risques. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais comme la grande partie des groupes d'experts doivent se restreindre sur l'analyse des risques et ne pas empiéter sur la gestion des risques, alors quand le cadre de la gestion des risques dit il y a pour les peu de savoirs ou les savoirs non comment dire, les savoirs sur lesquels il n'y a pas d'entente claire entre les membres d'une communauté, ne pas les prendre en considération. Donc, on a dû suivre ça. Donc, méthodologiquement, il y avait plein de choses qui sont faisables et c'est ça qui est un peu frustrant. Mais beaucoup de choses qui ont été mises de côté. D'ailleurs, vous allez voir dans le rapport, pour pouvoir pousser les experts à quand même établir un critère sur le potentiel cancérigène. Ça a été tout un débat parce que je leur ai dit, en fait, je leur avais dit, il suffit, l'idée, c'est pas de connaître exactement le niveau de cancérigène du produit, c'est ce que dans les caractérisations d'un certain nombre de produits ou de certains agents biologiques sur le long terme, eh bien, vous savez, hein, ou sur lesquels vous avez des hypothèses d'effets cancérigènes. Et ça a pris 2-3 mois pour qu'ils acceptent d'aller vers ce critère dont on pourra discuter. Je ne sais pas si Jean-Philippe, si j'ai apporté un éclairage à ta question, mais de manière un peu contournée par ce qu'on pouvait faire et ce qu'on aurait pu faire. Oui, merci. Enfin, je suspectais que la réponse puisse être cette nature-là, dans l'état actuel des choses, ce qui pose la question au bout d'un moment de la capacité qu'on aura ou pas à recourir à des méthodes de modélisation qui permettent de prendre en compte des généricités partielles soit de certains modes de contamination, d'une part, de certains contaminants aussi. Mais en fait, méthodologiquement, tout est possible. En fait, par exemple, si je veux prendre en compte certains effets, je vais faire des graphes, et des graphes qui vont m'établir des liens possibles, hein, des cheminements possibles. Je pourrais en montrer un sur un autre cas. Des cheminements possibles, par exemple, le cas que je traite actuellement, c'est les liens entre une centrale et le changement climatique. Et en fait, l'effet de changement climatique sur la forêt dans la centrale et inversement. On est sur des hypothèses. Mais ces hypothèses, soient-elles fortes ou faibles, il est possible de les représenter par des liens de corrélation entre différents nœuds. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. Et après, il est facile de les traiter avec les méthodes formelles, multicritères ou autres, existantes. Et ça, méthodologiquement, plein de choses sont possibles. Maintenant, c'est là où la frontière de jusqu'où on peut pousser ce que l'on peut faire avec les savoirs scientifiques, jusqu'où on peut pousser ça sur la partie gestion et ce sur quoi sont attendus ceux qui font de la mobilisation de la science pour la décision. Et là, c'est là où ça bloque, parce que certaines méthodes ne passent pas et tu dois le vivre, Jean-Philippe, ne passent pas dans la sphère décisionnelle. Je sais, parce qu'elles deviennent du coup trop complexes. Donc, trop complexes ou peut-être pas assez catégoriques dans leurs conclusions, et du coup, elles gênent. Ou pour certaines prérogatives de risque suspecté, il y a un impact sur un secteur alimentaire tiers ou sur un secteur industriel, et ça peut poser ça peut poser problème. Donc, en fait, méthodologiquement, on aurait pu faire
et facilement beaucoup de choses, mais voilà. Et c'est pas parce que le savoir scientifique n'a pas convergé, hein, qu'on ne peut rien faire. Parce que c'est des méthodes d'accompagnement à la décision, ce ne sont pas ce ne sont pas c'est de la méthode analytique, ce n'est pas du numérique, ça aurait pu être du numérique d'ailleurs, mais on peut faire avec même du faible niveau de connaissance, du faible niveau d'information, et en faisant quelque chose qui est le plus explicite possible. Mais il faut, il faut que de l'autre côté, il y ait une possibilité d'écoute. Et au-delà de les possibilités d'écoute, c'est de pouvoir comprendre quels sont les enjeux de la sphère de gestion pour mieux proportionner. Et quand je dis mieux proportionner, c'est pas pour distordre la sphère de l'analyse des risques, c'est pour qu'elle corresponde mieux à ce que l'on veut faire après. N'hésite pas, Jean-Philippe, et puis là je vois, il y a Maëlle, puis il y a Agnès. Maëlle. Alors, merci beaucoup Myriam pour cette présentation très intéressante. Alors, j'aurais beaucoup de questions à te poser, je vais me limiter à 2. C'est pas du tout mon sujet d'expertise, donc d'avance désolé si c'est un peu à côté de la plaque. La première, c'est sur les différents usages. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Je prends peut-être le parallèle avec les pesticides, où en fait souvent ce qui est dit, c'est que finalement les pesticides sont évalués dans des conditions d'usage qui sont un peu idéaux, où tout le monde se protège correctement, etc. Alors que la réalité d'usage, notamment chez les agriculteurs ou les jardiniers, souvent elle est tout autre. Et en fait, effectivement, sur le papier, ça paraît sûr, mais quand on voit de façon très située la manière dont ça se déroule, c'est quand même différent. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez vu? Est-ce que, je ne sais pas, conserver de la crème glacée dans un entrepôt réfrigéré central ou sur la plage, puisqu'on va vers cette saison-là, c'est la même chose. Donc ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, alors j'ai un peu des marottes de sciences politiques aussi, mais ce sont quand même des sujets qui politiquement sont très touchy. Enfin, on sait aussi la puissance de certains groupes d'intérêt. Et est-ce que justement, enfin moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement de pouvoir avancer effectivement sur des hypothèses qui pour l'instant, alors je ne sais pas si elles ne sont pas complètement démontrées, mais en tout cas qui sont vertement condamnées ou en tout cas débattues par certains acteurs privés. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir dans tes recherches? Est-ce que vous avez subi des pressions, peut-être, après tout, pourquoi pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je te remercie. Oui. Alors, merci pour ces 2 questions. Pour la première, c'est pour ça que au lieu de commencer par comment on y a procédé dans le groupe d'experts, j'ai tenu à commencer par la discussion des liens entre analyse des risques et gestion des risques. Et c'est là où c'est un peu délicat, c'est que en séparant l'analyse des risques de gestion des risques, qu'est-ce que l'on ne voit pas? Ce que tu pointes, c'est que si on finit par la séparer, on n'analyse pas l'effet des mesures, de leur consistance, de leur effectivité sur la pratique de réduction des risques. Mais aussi, on ne se rend pas compte des fois de l'effet de certaines hiérarchisations des risques alimentaires sur la constitution des régimes alimentaires. Et du coup, ce que j'avais proposé au début, c'était de se dire, essayons d'aborder la question de l'alimentation de manière intégrée. D'abord, avant de penser aliment par aliment, pensons régime alimentaire. Et ce régime alimentaire, après, on peut le constituer par maille alimentaire. Et une fois qu'on pense par régime alimentaire, alors on va voir apparaître beaucoup de choses. On va voir apparaître non pas uniquement la question de la contamination, mais aussi la question de l'équilibre alimentaire. Et derrière la question de l'équilibre alimentaire, on va rentrer aussi dans les pratiques alimentaires. Et donc les pratiques alimentaires, c'est aussi les pratiques de conformité ou non à un certain nombre de consignes qui sont données sur la préservation des aliments, le nettoyage, peu importe. Mais aussi, on va comprendre aussi à travers les régimes alimentaires, les conditions de vie. Et donc, suivant que l'on soit très pauvre, très riche, ayant accès à certains aliments ou non, on va avoir un effet sur la caractérisation des risques. Qui fait que, tu vois, quand on sort de cette approche silotée de l'analyse des risques qui est construite historiquement par le silotage des disciplines, on commence à mieux penser la question de la santé ou de l'environnement
en regardant, en se mettant à la place du consommateur ou à la place de l'usager ou à la place de la filière, industrielle ou de production, peu importe. Et donc, c'est ce qui a été poussé initialement. Là aussi, on a eu encore une fois beaucoup de débats au sein du groupe d'experts, mais comme tu le sais ou tu ne le sais pas, ou que les autres savent, c'est que souvent ça fonctionne par saisine. Et donc la saisine, là, c'était une saisine posée par différents ministères. J'étais en train d'essayer de vous mettre le lien vers le rapport. Je vais vous le remettre dans quelques instants. Vous allez voir la lettre de saisine. Elle a un format. Et d'une certaine manière, c'est aussi tout ce jeu-là à avoir entre un président de groupe d'experts et aussi les consignes de la saisine, c'est de répondre à la saisine tout en la retravaillant dans un deuxième temps. Mais, encore une fois, c'est court, même si on a poussé à 2 ans, 3 ans de travail pour pouvoir arriver à ça. On est obligé de se conformer à la saisine. Et je pense que c'est malheureusement à la 2e ou 3e temps qu'arrive à un certain moment la possibilité de reconstruire la bonne formulation. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis il faudrait des traducteurs. Il faudrait des gens qui traduisent quelque chose entre la saisine, retravailler sur la formulation de la saisine et au-delà, la formulation des formes de conclusion. On n'y arrivera pas, on aura quelque chose qui colle plus à des préoccupations fragmentées qu'autre chose. Donc, après, pour la 2e, y a-t-il eu certaines pressions, certains enjeux? Oui, ça touche quand même effectivement un secteur, ça touche le secteur de l'alimentation. Et vous allez voir que dans le rapport, même si l'étude avait été faite sur des cas concrets, on a essayé de rester très très large à un moment donné. Regardez les exemples parce que c'est assez. Il y a eu une petite. Je ne vais pas dire une petite censure, je le dis entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on a été censuré par l'ANSES, auquel cas absolument pas, mais il y avait certaines sensibilités à respecter. Et en fait, par exemple, notamment, il y avait eu toute une sensibilité du secteur de la viande, qui avait peur qu'à un moment donné, on croit que la viande arrive comme étant à la tête des éléments les plus risqués. Et il y a souvent, pendant ces expertises, des présentations qui sont faites au conseil scientifique côté ANSES et qui sont faites aussi à des tiers parties extérieures. J'avoue que lors des nombreuses présentations que j'ai eu à faire auprès d'eux, en fait, c'était plus des peurs. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas senti de contraintes. Cependant, ça, en termes analytiques, les comportements, le rapport à l'explicitation de certains critères, certains débats qu'il y a eu dans le groupe d'expertise ont montré qu'il y avait des craintes ressenties par certains de nos membres du conseil scientifique. Donc, mais maintenant, ce que je dirais, c'est une espèce d'intégration du stress. Ont-ils subi des contraintes? On ne le saura jamais, mais en tout cas, ils étaient extrêmement soucieux de faire attention, on va dire. Voilà, c'est des réponses un peu indirectes à tes questions. N'hésite pas à m'en poser d'autres. Et, et Agnès, voilà, merci Maëlle. Agnès, ton micro, Agnès. Fais attention, micro, Agnès. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, très intéressant. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais je trouve ça passionnant. Petite question, est-ce qu'il y a une concertation au niveau de l'Europe à ce sujet? Est-ce qu'il y a des formats, des standards? Et surtout avec nos voisins, parce qu'il y a des accidents alimentaires qui ne vont pas s'arrêter à la frontière, notamment le lait. Enfin, il y a pas mal d'échanges quand même avec les pays frontaliers. Alors, oui, alors, en fait, avant de commencer cette saisine, mon collègue de l'ANSES m'avait fourni en off une démarche qui avait été établie par US FDA. D'ailleurs, ça a été un peu à l'origine de nos discussions qui a démarré le groupe de travail. Et il m'avait donné, on va dire en off, la hiérarchisation qu'avait fait US FDA de tous les aliments et de certains produits. Et ce que j'avais fait une petite note interne, en fait, en critiquant la démarche,
parce qu'en fait, ils avaient utilisé certains indicateurs et la démarche était absolument, je vous le dis comme ça, inconsistante. Et donc, je lui avais fait une petite note pour montrer là où elle pêchait. Après, du coup, en même temps que ces démarches étaient mises en place, il y a plein de choses, plein de benchmarks et plein d'éléments qui sont mises en place. Actuellement, mon interface, le responsable du service sur les risques alimentaires côté ANSES, est depuis parti qui s'appelle Moaz Sana d'ailleurs, que j'avais fait intervenir par le passé pour voir maintenant qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'échelle européenne, a depuis rejoint l'OMS et se charge justement du suivi de différentes approches qui se mettent en place à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Certaines idées dont je vous ai parlé ici d'analyse des risques, des séparations entre analyse des risques et gestion des risques, notamment sur les régimes alimentaires et sur certaines pratiques qui vont au-delà des silos. Lui, on a été convaincu et en tout cas, il essaye de les pousser maintenant à l'échelle de l'OMS sur les risques alimentaires. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Agnès, n'hésite pas à Surtout avec les produits frontaliers, si jamais on s'aperçoit qu'il y a des problèmes avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Alors, c'est là aussi où c'est des fois un peu sensible, c'est que, en fait, la conception, les seuils ne sont pas constitués de la même manière d'un pays à l'autre. Et toi, tu le sais bien, puisque tu le vois entre la France et l'Allemagne. Donc, Jean-Philippe aussi, mais voilà, Agnès est en Allemagne, c'est pour que tu saches. Du coup, là aussi, c'est des éléments qui ont été à l'origine de beaucoup de discussions que l'on a eues dans le groupe de travail et avec nos appuis en CES, c'est qu'il fallait suivre sur certains effets seuils et certaines conclusions les guides de l'ANSES. Hein. C'est-à-dire, en fait, ce qui faisait, entre guillemets, jurisprudence, c'est ce qui est acté et reconnu en France sur les effets de certains pesticides ou sur les effets... Donc, c'est là où c'est pour ça que si on approche cette question de l'analyse des risques que de manière calculatoire, on omet qu'il y a des fondements beaucoup plus intéressants qui sont sociaux, politico, Maëlle tout à l'heure le pointait, le discuter, sociaux, politico, économiques, qu'il est nécessaire d'investiguer un peu plus profondément, auquel cas on croit que l'on ne veut pas écouter, ou on ne veut pas prendre en compte certaines grandeurs, mais en fait, ça vient d'autres choses, certaines autres conventions ou accords, de pays. Alors Jean-Philippe, tu écrivais sur les contaminations chimiques, on échappe difficilement à la possibilité de concentration le long des chaînes trophiques et alimentaires, les transports de produits, tu voudrais le lire, je pense que tu dois le lire si tu veux. Voilà, transport de produits alimentaires et d'entrants agroalimentaires dépasse largement l'aspect transfrontalier avec les questions que cela pose sur l'impact sur le climat. Oui, oui. Ouais. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, non, effectivement, il y a du transfert de proximité dans les chaînes de production ou de consommation sur le transfrontalier, mais on va très au-delà. Si on raisonne sur l'ensemble du process de production alimentaire, je raisonne sur la production, l'aspect chimique, hein, qui lui se maintient ou se transforme, mais alors que l'aspect bactériaux a des logiques différentes sur le plan géographique et temporel, globalement. Mais effectivement, sur le comment dire, la seule logique des chaînes trophiques alimentaires fait qu'il y a des choses qui vont se concentrer plus fortement sur un même volume de produits finis. Mais ce que c'est la biologie et la chimie qui fonctionne comme ça. Est-ce que pour autant il ne faut pas en informer les consommateurs? C'est une vraie question. Mais par exemple, ne mangez pas d'ours blanc. D'abord, il est protégé, puis il est en fin de chaîne alimentaire. Ouais. Merci Jean-Philippe. Y a-t-il d'autres propositions de discussion, d'autres points? Alors, n'hésitez pas parce que donc, ce que l'on essaye de faire, c'est des rendez-vous du conseil scientifique qui se passent, vous voyez, pendant cette tranche entre midi et 1h,
de manière à ce que les gens puissent se libérer. Donc, n'hésitez pas à proposer un certain nombre de sujets aussi que vous souhaitiez que l'on traite et qu'il y ait aussi différents autres intervenants que vous souhaiteriez écouter. Je vois que Maïté essayait d'écrire quelque chose, donc n'hésitez pas. La question du risque alimentaire, vous voyez comme on est dans une association qui est la prévention des risques de catastrophes technologiques et naturelles. Vous voyez que la question des risques, elle est beaucoup plus globale et l'idée, c'est de montrer en fait toutes ces problématiques que l'on retrouve dans les risques et les différentes formes de catastrophes d'ailleurs que l'on peut retrouver, notamment de catastrophes sanitaires. Alors, y a-t-il d'autres points? J'avais l'impression, oui. Peut-être. Alors, Maïté disait, je suis peut-être hors sujet. À qui s'adressent les connaissances produites? La société civile est-elle informée? Ah oui, Maïté, vous voulez dire par rapport à la production du rapport ANSES, c'est ça? C'est ça. En fait, oui, allez-y. Oui. Alors, le rapport est public, justement, je vais vous le montrer. Effectivement, ça s'adresse, la saisine vient des ministères. Donc, c'est les ministères qui commanditent en fait l'étude. Et en fait, les conclusions de cette étude donnent lieu à ce qu'on appelle un avis de l'ANSES et il y a un rapport. Et tout ça est public, puisque financé par des fonds publics et aussi rendu public parce que voilà, c'est vise aussi ces besoins d'information des populations et des praticiens. Donc, je vais vous donner le lien. Je vous ai parlé du rapport. Et je vais vous mettre ça dans le chat. 16. Alors, là voilà. Est-ce qu'il y a de la vulgarisation pour tous les publics, pour les gestionnaires des collectivités? Alors là, c'est là où effectivement, souvent, ça peut être un peu frustrant, c'est que quand on est mobilisé sur des groupes d'expertise, on ne sait pas quelles sont les suites. Mais j'imagine que l'ANSES travaille sur les suites de ce rapport et notamment à le vulgariser, à le rendre connu et sensibiliser sur ça assez largement. Il y a une équipe d'ouverture à la société qui est à l'ANSES. Oui, Jean-Philippe, tu veux dire quelque chose? N'hésite pas à intervenir. Oui, non, c'est juste qu'on se trouve à ce moment-là de l'autre côté de l'interface entre science et décision publique. On peut avoir des questions de calendrier qui sont plus ou moins productives pour traiter une question. On a des questions de mise en cohérence qui se posent, qu'elles soient réglementaires, législatives, mais qu'elles soient aussi en termes de conduite de politique publique. On a les questions d'antagonisme entre différents risques ou entre différents volets des politiques de prévention qu'on peut appliquer sur différents risques. Et outre les délais de maturation, digestion, etc. Mais c'est là où la question par rapport à un même objectif qui serait partagé de prévention, il connaît des calendriers qui ne sont pas les mêmes. Hein. Lancer, alors il y a des banalités, lancer une grosse action de sensibilisation sur les crues méditerranéennes, même si ça risque de changer le 1er janvier, c'est pas génial. Enfin, c'est un peu de l'énergie perdue, alors qu'il faudrait peut-être mieux s'occuper des avalanches. Enfin, ça, c'est une banalité, mais il y a des choses plus subtiles que celle-ci dans la vision systémique des différents risques. En fait, ce que ça dit, c'est que pour penser la sécurité ou la prévention des risques, il faut le penser à 360 degrés et penser le package qui va jusqu'à effectivement la sensibilisation, la culture du risque, la culture. Et parce qu'on a quand même aussi un historique de séparation des responsabilités, des rôles et des fonctions, eh bien, qui a du bon, mais qui crée aussi quelques effets de focale. Et voilà, on n'y travaille pas en une fois, on va dire. Voilà, il y a peut-être des évolutions de gouvernance à avoir de tout ce système, mais voilà, c'est un sujet qui mériterait l'attention. Hein. Comment on pense, au lieu de penser à caractériser les risques, comment on pense à l'effectivité de la prévention des risques.
hein. Comment on pense à être sûr que ce que l'on est en train d'essayer d'améliorer s'améliore vraiment, hein, et non pas uniquement que sur des questions, purement, purement d'effets sur la santé, mais est-ce que les mentalités changent aussi et, euh, et les systèmes avec. Maïté, vous êtes aussi en train d'écrire une autre question. Si d'autres veulent réagir d'ici là, comme ça, Oui, Maëlle, vas-y. Bon, ben, j'en profite comme j'avais plein d'autres questions à te poser, mais peut-être, alors à nouveau deux questions. La première, c'est justement sur cette culture du risque. Est-ce que tu verrais finalement une culture du risque qui est uniforme au sein des acteurs du coup dont tu as parlé? Et peut-être pour le dire un peu clairement, j'ai un peu l'impression qu'il y a effectivement un risque sanitaire qui est évalué notamment par l'ANSES, mais il y a aussi des risques politiques qui sont vus par notamment les politiques. Et je pense que le contexte électoral que l'on connaît aujourd'hui peut mettre en balance aussi effectivement le risque sanitaire lié aux pesticides, par exemple, versus le risque politique d'avoir des agriculteurs dans la rue. Alors c'est peut-être certainement moins caricatural que ça, mais du coup, est-ce que tu peux éventuellement nous en dire plus? Et la deuxième question, c'est vraiment une interrogation ouverte, mais en fait, j'entends quand même souvent le fait que finalement, les évaluations des risques, ce sont des méthodologies qui ne sont pas toujours adaptées à la prise de décision, etc. Un peu comme si c'était déconnecté et que finalement, il s'agirait de faire preuve. Et moi, je me pose quand même parfois la question, est-ce que c'est pas un procès qui est un petit peu facile aussi vis-à-vis des démarches qui sont les nôtres? Et est-ce que c'est pas aussi aux décideurs de se remettre en question par rapport à une science qui de toute façon ne dira pas blanc ou noir sur des sujets comme ça et qui doit prendre ses responsabilités? En d'autres termes, est-ce que le politique parfois n'a pas tendance à se déresponsabiliser sur les experts? Hmm, tout à fait. Alors, en fait, finalement, il y a trois questions que tu pointes. La question de la culture différenciée, la question du risque politique versus, entre guillemets, le risque d'autre nature. Et puis encore la question de la frontière entre l'analyse des risques et la gestion des risques. Sur les questions des cultures, effectivement, il y a déjà des cultures qu'il faudrait mettre à plat au sein de différentes communautés de pratique. Je disais, juste entre des communautés plutôt de l'analyse des risques, entre ceux qui étaient sur le risque chronique et pour qui le risque égale la dose fait l'effet. Et là, tu vois, c'est une lecture, une tradition d'évaluation, hein, avant d'être une culture, une tradition d'évaluation qui est très monocritère, hein. Et ceux qui sont sur les risques microbiologiques, qui eux le penchent de manière beaucoup plus multicritère, au sens multidimensionnel, hein. Ce n'est pas que la dose qui fait le niveau de risque pour la santé. Enfin, déjà c'est quelque chose qui va petit à petit émerger au sein du groupe d'experts. Tout le monde croit parler de risque, mais ne démarre pas des mêmes appréciations et des mêmes conceptions. Et il en est de même aussi sur le rapport au risque, si maintenant on sort des communautés dites scientifiques, si on regarde, nous dans que l'on soit scientifique ou pas, quand on est dans notre vie quotidienne. Il y a d'autres réalités qui fait que on va, je sais pas, décider, tiens, si j'ai une conception de une pomme que je prends sur un arbre comme étant propre, je ne vais pas la laver. Parce qu'elle est propre, c'est la pomme de mon jardin. Tiens, je vais décider de laver la pomme quand elle vient du supermarché. Donc là aussi, il y a des sous-jacents de ce qu'est le rapport à la sécurité, le rapport au risque, suivant que l'on soit dans notre sphère professionnelle ou que l'on soit dans notre sphère privée, suivant que ça dépend d'une tradition, par exemple le barbecue, hein, et les risques liés, les conséquences sur l'alimentation, hein. Donc, suivant les traditions que l'on a, suivant les
l'affect que l'on met derrière, et tout ça va avoir un effet sur notre rapport au risque. Qui veut dire que si véritablement, encore une fois, on veut avoir une approche au risque beaucoup plus près de l'effet vrai de la prévention des risques, on aurait tendance à inverser les choses et penser les choses de manière intégrée avant de les saucissonner. Sinon, auquel cas, on retombe un peu à côté. Qui voudrait dire aussi, si on démarre des approches beaucoup plus culturelles, d'une certaine manière, eh bien, en fait, ça demanderait des temps si on veut les retranscrire en temps de saisine d'expertise, ça demanderait un temps beaucoup plus long, qui souvent ne colle pas avec les temps de la constitution de la saisine et les demandes de rendu. Maintenant, sur les risques, sur la partie, politique et la partie évaluation technique, c'est là où aussi, dans les pratiques industrielles passées, et des fois même en cours, certains critères étaient explicités. Alors notamment, si pour certains d'entre vous, vous avez en tête les études de danger, ces études de danger, vous voyez que vous avez des scénarios et des risques avec une qualification d'un niveau de criticité d'un scénario avec une probabilité et une gravité. C'est juste à titre illustratif. Mais donc, il y a des critères explicites qu'on arrive à montrer, même s'ils restent opaques, derrière, d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y a une tentative d'explicitation. Et il y a un critère où il y a un paramètre qui est souvent jamais explicité, qui s'appelle l'acceptabilité, le niveau d'acceptabilité du risque. Et souvent, c'est en fait dans cette grille un niveau de couleur que l'on retrouve. Alors, au-delà du fait que ça peut embêter ou faire mal à l'oreille sur l'acceptabilité, c'était un moyen de parler ou d'expliciter sans se compromettre des aspects économiques et des aspects politiques. Donc, il y a toujours dans une évaluation, si on sait bien lire entre les lignes, en regardant le spectre de ce qui est explicité et ce qui est laissé un peu opaque ou englobant, des sous-jacents politiques et économiques qui sont explicites, in fine. Maintenant, ce que je pointais au début de la présentation, c'est que cette idée de ce que l'on explicite et qu'on n'explicite pas pour différents motifs pourrait être posée dès le début. Au lieu de donner une illusion d'une pureté de la production de la science, en séparant, encore une fois, il faut séparer les rôles, mais il faut retricoter les liens entre l'analyse des risques, entre la sphère de l'analyse des risques et de la gestion des risques. Pourquoi? Parce que la formalisation même de la saisine induit des formes de conclusion. Quand je dis qu'elle induit, c'est des biais de formatage, c'est des effets de cadrage qui font que ça va aller vers un sens et ça va oublier d'autres choses. Et donc, encore une fois, effectivement, cette réponse sur la séparation du politique au scientifique, il faut revenir à la construction même des saisines et la construction même, le retricotage même des conclusions de l'analyse en une retraduction qui fait sens et qui est consistante pour de la gestion des risques. Maintenant, du coup, sur ces liens risques, risques et les rôles attribués aux scientifiques par le politique, qu'est-ce qui peut se faire et pourquoi on discute beaucoup de la consistance ou non de certaines méthodes d'analyse des risques. En fait, là aussi, il y a beaucoup de problèmes et de sous-problèmes. Dans les faits, l'analyse des risques ou la gestion des risques n'est pas une science, même si certains essayent de pousser vers ça. C'est comme pour les sciences de gestion, c'est des sciences de gestion. C'est les sciences mobilisées pour l'analyse des risques et mobilisées pour la gestion des risques. Mais comme c'est des sciences mobilisées pour l'analyse et la gestion des risques, souvent ça a été fait de briques et de brocs. Ça ne veut pas dire que c'est inconsistant, ça veut dire qu'il y a eu certains arbitrages qui ont été faits pour certaines méthodes et certaines qualifications de niveau de risque, qui depuis les années 80-90 méritent d'être améliorés. Donc oui, il y a beaucoup, dans certaines pratiques d'analyse des risques en vigueur, certaines inconsistances qui nettement, par la recherche ou par la pratique, pourraient être améliorées. Donc il y a un besoin d'amélioration et de rendre plus vertueux certaines pratiques d'analyse des risques, parce que là, on est dans des limites, des fois, de conditions de validité. C'est des fois vraiment peu, sinon pas du tout valide. Néanmoins,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette tentation de plus en plus du gestionnaire de risque de faire prendre la décision par l'analyse de risque, par le scientifique. Et, et c'est là aussi, effectivement, où c'est des glissements un peu sensibles, c'est que la séparation entre l'expert et le décideur, elle doit être nette. L'expert, il accompagne à la décision, il ne prend pas la décision, parce que d'abord, il n'a pas les conditions de la décision données par le décideur, mais en plus, il n'est pas à son rôle, il n'a ni le pouvoir ni la responsabilité derrière. Sauf que là aussi, c'est des glissements de certains experts qui se substituent aux décideurs, enfin se substituent, qui finissent par croire qu'ils ont toutes les dimensions du problème et qui ne mettent pas les guillemets et les formes adaptées à leur conclusion d'expertise. Donc, ce que je veux dire derrière là, c'est qu'il y a une double responsabilité de l'expert de ne pas se croire sachant absolu, mais aussi du décideur de voir clairement, enfin les décideurs, c'est encore une abstraction, hein, la question du décideur, c'est une abstraction théorique, mais c'est juste pour illustrer ceux qui vont avoir, ou les organisations qui ont à mettre en place un certain nombre de choses. C'est eux qui ont d'autres catégories de savoir, et quels que soient les savoirs scientifiques qui ont été produits par une partie de l'analyse des risques, il est nécessaire de les retricoter d'une certaine manière, et d'une manière traçable, d'une manière responsable, de manière aussi à suivre ce processus de gestion des risques qui est sous leur responsabilité, mais qui mérite, selon moi, une attention particulière, parce que ça ne doit pas rester que sur le spectre du non explicite. Il faudrait, je ne sais pas, c'est les rôles des cabinets ou c'est les rôles les sous-bureaux d'accompagnement à la décision, des tiers, c'est un peu ce que je proposais dans ces conseils qui retraduisent, des tiers qui vont prendre en considération d'autres savoirs scientifiques et d'autres pratiques qui ne sont pas que les savoirs qu'on retrouve dans l'analyse de risque sur le risque microbiologique ou le risque chimique dans ce cas. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et si certains d'entre vous veulent réagir. Ils sont les bienvenus. Oui, Jean-Philippe. Oui, dans ce que tu viens de dire, il y a des points qui sont a priori spécifiques au risque. Pour moi, il y a une question plus générale de la confrontation d'enjeux et d'objectifs. Il y a une difficulté intrinsèque et puis une pratique qui peut-être n'utilise pas toutes les possibilités. Beaucoup de décisions, avec ou que ça qu'on classe dans les risques ou pas, sont amenées à de fait arbitrer entre différents enjeux qui sont non commensurables. Certains, pas certains, mais qui de toute façon sont commensurables ou pas. Et je suis pas sûr qu'on ait culturellement, et ça englobe et les décideurs et le citoyen, qu'on utilise toutes les possibilités d'expliciter les enjeux et de dire qu'en vertu et d'expliciter qu'au-delà des méthodes qui permettent de proposer un résultat, il y a un moment où on arbitre entre des valeurs et un ensemble de choses qui portent des valeurs, des incertitudes, différents facteurs d'urgence, etc. Et je vois pas ça beaucoup explicité, alors que il y a des cas, il y a des choses qui sont assez simples entre 2 ou 3 enjeux qui sont difficiles à concilier. Puis à un moment, on dit, ben voilà, les enjeux existent, les avantages, les inconvénients existent, et, et, et la conclusion que en toute légitimité, en responsabilité, je prends, c'est celle-là. Je suis pas sûr que les décideurs l'utilisent beaucoup. Je suis pas sûr que les citoyens le demandent et voire même sont prêts à l'entendre. Tout à fait. Là, tu touches aussi à quelque chose aussi de plus profond, qui est le rapport au sacré. Donc la décision est un peu sacrée, et la désacraliser en montrant que finalement, elle n'est pas quelque chose qui nous vient du divin, hein, mais c'est un construit, c'est un arbitrage, c'est un compromis avec un niveau de savoir. Eh bien, c'est quelque chose pour des tiers à responsabilité difficile à accepter.
Et peut-être aussi pour des tiers qui délèguent le pouvoir à d'autres, hein. C'est-à-dire qu'on attend l'homme providentiel, hein. On attend celui, encore une fois, qui a le savoir incarné. Donc, il y a une partie de culture dans les deux, trois cas. Et après, on touche aussi au pouvoir. C'est-à-dire que, sauf à être empreint empreint de certaines valeurs profondes, qui ne veut pas dire que, voilà, certaines catégories de valeurs profondes, eh bien, on veut montrer qu'on exerce son pouvoir et on n'a pas à l'expliciter. Voilà. Et, euh, et là aussi, c'est autre chose, c'est la personnalisation du pouvoir. Même effectivement même lorsqu'il ne devrait pas être personnalisé, malheureusement. C'est pour ça que finalement, certaines conventions qui ont été ratifiées depuis, qui est la convention d'Aarhus, hein, sur l'ouverture d'informations, des décisions de l'information aux tiers lorsqu'il s'agit de décisions liées à l'environnement, mériteraient d'être vues sur différentes sphères, pour la santé aussi. Mais il faudrait des tiers contrôleurs, parce qu'il faudrait avoir des populations ou des acteurs de la société qui pointent justement, qui arrivent à... Les termes à l'anglo-saxonne, c'est scrutiny, c'est quoi? C'est un peu la société de l'audit, hein. C'est avoir des tiers qui vérifient à chaque fois ou qui demandent à chaque fois qu'il y ait plus de transparence, et même pas de transparence, disons, de rendre compte. Le terme accountability peut-être, si l'un d'entre vous trouve un terme plus adapté en français, je suis preneuse. C'est rendre compte de la manière avec laquelle un certain nombre de choix sont effectués et être humble. Mais voilà, c'est un élément particulier. Alors attendez. Qui a levé la main? Élodie, c'est à toi. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Merci pour cette présentation. Alors, j'espère que je ne fais pas, j'allais dire, trop de tâches au milieu de l'assistance. Je suis Élodie Paillet à la Fondation de France. On a un partenariat avec l'AFP-CNT justement pour traiter cette question de développement de la culture du risque et renforcement de la résilience, enfin des choses très, j'ai envie de dire, très classiques. En se disant que, alors j'interviens juste au moment où vous parlez de comment en fait on peut soutenir la société civile en fait pour faire entendre certains sujets ou en tout cas certaines recommandations ou peut-être ça fait peut-être référence à vos développements précédents sur le tiers. Souvent nous on est assimilé au tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on est neutre, on est apolitique et on accompagne en tout cas la société civile dans ce qu'elle peut à la fois dénoncer, mais aussi dans des initiatives, hein, notamment sur tout ce qui est prévention. On essaie de pousser ça. Comment on peut mettre en avant des initiatives. Donc voilà, je voulais juste vous signaler que dans les acteurs privés, on s'intéresse à ces sujets-là. Et on a des exemples dans nos actions où justement on a servi un petit peu d'intermédiaire entre les décideurs, entre la société civile, mais aussi là ça concerne plutôt les domaines de la recherche médicale fondamentale, où on va sur des sujets qui ne sont pas explorés. Ou parfois on vient nous chercher sur en fait des groupes de jeunes chercheurs en général, hein, qui cherchent à se faire entendre par le CNRS pour développer des recherches, par exemple sur des polluants, des produits ménagers ou des choses comme ça, avec l'impact sanitaire que ça a. On nous appelle aussi sur des pollutions en fait qu'il y a par exemple après des inondations et qui polluent pour des décennies en fait des sites. Je pense à la vallée de l'Orbiel. Voilà, des choses comme ça qui peuvent être des sujets de demain, qui sont des catastrophes au niveau local pour les populations. Et on cherche, en tout cas, nous, on n'a pas les solutions, mais on est là pour soutenir la société civile, en fait, qui porte des solutions. Donc voilà, je voulais juste faire cette rapide intervention. Et moi, je suis surtout là, en fait, pour m'approprier tous les sujets. Je travaille sur les Outre-mer, le chlordécone, la Guyane, où on m'a alerté sur la pollution des rivières, ces problèmes d'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Enfin, vous voyez le genre de sujets pour lesquels on vient de nous chercher. Mais à chaque fois, on se dit, que fait la science?
Où sont les acteurs installés depuis longtemps? Est-ce qu'il y a des groupes de recherche? Vous voyez, par exemple, je pense santé publique et environnement, on a un programme de recherche sur la santé publique et environnement, sur les maladies de l'œil. C'est pas des sujets très, très courus, en fait, en termes de recherche. Voilà, comment nous, on peut être, en fait, cet impulseur pour qu'ensuite le public prenne le relais ou qu'en tout cas, on arrive à des... Et on préfère quand même la concertation, hein, qu'on ne prend pas les armes. Voilà, je voulais juste faire cette intervention rapide. Merci. Bien. Vous faites bien et merci Elodie. Disons que certains sujets classiques passent par des mécanismes de saisine classiques. Et donc, il y a des tiers institutionnels à qui on confie la saisine pour un certain nombre d'éclairages. Et il y a certains sujets, des fois orphelins, qui sont analysés par la sphère de la recherche, sous ses différentes formes, hein, soit-elle la recherche des grands centres de recherche, tels que le CNRS, ou de la recherche qui est conduite même à titre individuel ou à titre associatif. Et souvent, dans ces mécanismes-là, où il y a des fois des autosaisines, se pose la question des budgets. Parce que aller sur le terrain, ça coûte. Hein, même si on est payé, si on est financé, ça coûte. Produire et mettre à disposition certaines connaissances et savoirs et certains dispositifs, ça coûte. Organiser des séminaires et des workshops, ça coûte. Et il y a jusqu'à présent, on va dire, des difficultés à identifier toute une sphère de financement qui pourrait exister sur ces domaines. Et du coup, certaines personnes et certaines communautés de recherche qui pourraient conduire ces recherches ou les mettre à disposition plus rapidement ou faire communauté, vont des fois aller à la course au budget. Et cette course de budget, si elles sont sur les fonds classiques, ANR, Europe, des fois, disons-le, devient beaucoup plus difficile parce que vous passez 2 ans, 3 ans à chercher le budget, ou finalement des fois, pour des raisons XY, ne pas l'avoir, et donc perdre des temps précieux de recherche. Donc, la Fondation de France est la bienvenue parce qu'il y a une nécessité. Je pensais à nos collègues nord-américains je voyais la structuration de leur demande de financement. Eux, là où nous, dans certains cas, écrivons 15, 20, 30 pages, 100 pages pour dire qu'il y a un besoin de recherche, eux écrivent 2-3 pages, ont le financement et commencent à avancer sur le sujet. Donc voilà, donc, on a besoin aussi d'acteurs comme vous. Bien, il est 13h26. On a promis de suivre les temporalités d'abord pour vos plannings personnels. Merci pour votre participation. Merci à vous tous et la présentation et les échanges seront disponibles sur le podcast du site de la FPCNT. Et merci à vous, bon appétit et bon après-midi et bonne semaine.